À l'ordre, s'il vous plaît. Ayant constaté le quorum, je déclare la séance de la Commission des relations avec les citoyens ouverte. La Commission est réunie afin de poursuivre les auditions publiques dans le cadre de la consultation générale sur le cahier de consultation intitulé « La planification de l'immigration au Québec pour la période 2024-2027 ». Madame la secrétaire, est-ce qu'il y a des remplacements? Oui, Madame la Présidente. Madame Lecourt-Lobinière-Frontenac est remplacée par Madame Bochemont-Siberville, Madame Garceau-Robert Baldwin par Monsieur Desragis-Néligan, Madame Price-Darcy-McGee par Madame Lacoyane-Olivier Chemédé et Madame Massé-Sainte-Marie-Saint-Jacques par Monsieur Clich-Rivard-Saint-Henri-Saint-Anne. Merci beaucoup, Mesdames et Messieurs les élus. Bienvenue. Nous entendrons donc ce matin les groupes suivants: la Commission des partenaires du marché du travail, qui sont déjà avec nous, ainsi que Mirabeau Canada. Alors, Mesdames et Messieurs de la Commission des partenaires du marché du travail, je vous remercie d'être avec nous. Je vous souhaite la bienvenue. Vous allez avoir l'opportunité de présenter les grandes lignes de votre mémoire, vos recommandations pour une période de 10 minutes. Mais je vais également vous demander de vous présenter pour le bénéfice des partenaires. Ensuite, on va procéder à une période d'échange. Alors, le temps est à vous. Merci, Madame la Présidente. Alors, je suis Jean Lortie, le président de la Commission des partenaires du marché du travail. Je suis accompagné avec la directrice du secrétariat de la Commission des partenaires du marché du travail, Madame Julie Poirier, ainsi que Madame Irina Golovan et Monsieur François Bédard, conseiller à la Commission, qui sommes les représentantes et représentants de la Commission ce matin à la Commission parlementaire. Alors, merci de nous recevoir. C'est un privilège pour la Commission des partenaires du marché du travail d'être présente à ces consultations publiques sur les seuils d'immigration au Québec. Peut-être d'entrée de jeu, je veux souligner l'importance de ces consultations. On les voit, elles font l'actualité depuis quelques semaines et c'est important, puisque c'est un enjeu de société, mais également un enjeu pour le marché du travail. Alors, la Commission des partenaires du marché du travail est une organisation publique qui existe depuis 25 ans au Québec, unique modèle au Canada. Ça n'existe pas, ce forum paritaire où vous retrouvez les grandes associations d'employeurs du Québec, les grandes associations de la main-d'œuvre, les organisations syndicales, les 3 ordres d'enseignement du Québec, ainsi que le monde communautaire. Donc, un forum qui ne vote pas. Toutes les décisions sont prises par consensus. Donc, le mémoire que la Commission vous présente a fait l'objet d'un très large consensus entre tous les partenaires patronaux, syndicaux, communautaires de l'enseignement et a été adopté le 8 août dernier par la séance de la Commission. Nous l'avons soumis. Nous avons également soumis un PowerPoint pour les membres de la Commission pour bien présenter les recommandations sur les différentes orientations. Bien, évidemment, la Commission représente aussi plus de 1000 personnes qui irriguent le réseau partenarial au Québec, que ce soit dans des comités sectoriels de main-d'œuvre directement dans les secteurs d'activité économique québécoise, que ce soit les conseils régionaux des partenaires ou bien sûr les comités consultatifs pour les clientèles dites éloignées du marché du travail. Donc, véritablement, on est un modèle de concertation, de partenariat et qui fonctionne par mode consensus, ce qui fait que le mémoire qu'on vous présente ce matin a fait l'objet de longs débats au sein de la Commission, mais bien sûr, ce qu'on vous présente, c'est l'objet de consensus. Bien sûr, les partenaires avaient le droit, et ils l'ont fait dans plusieurs cas, présenter leurs propres propositions, mais aucun n'a fait des propositions sous celles que la Commission vous dépose ce matin. Évidemment, je ne vous présenterai pas chacune des orientations des 12 qui sont contenues. Je vais d'abord faire plus une présentation générale, comme vous l'avez souligné, Madame la Présidente. Pour les enjeux, évidemment, les enjeux de régionalisation notamment, la Commission est très préoccupée que le Québec se donne d'une vision holistique de comment s'assurer d'une bonne régionalisation de l'immigration. C'est-à-dire que et ce n'est pas nécessairement acquis de travailler en transversal, les gouvernements, les ministères, les organismes publics, pour les questions de logement, les questions d'accès aux services de garde, l'accès à des trottoirs, des rues, des maisons, l'accès à des épiceries, l'accès à des services pour les populations qu'on souhaite installer en région et pour assurer une vitalité des territoires du Québec. Et on travaille très fort, la Commission, pour être capable de développer des propositions à cet effet-là. Et je pense que les recommandations de régionalisation sont importantes, celles qui sont contenues dans les orientations présentées par le ministère, le MIFI. Et je salue par ailleurs la qualité des orientations et qui ont permis effectivement de dégager le consensus au sein de la Commission. Souligner également que les enjeux de francisation sont importants pour les partenaires, le meilleur outil d'intégration dans la société, mais également au marché du travail, dans les entreprises,
pour les collègues qui travaillent qui vont côtoyer des personnes immigrantes. Évidemment, la Commission souhaite être consultée sur les enjeux de francisation puisque dans les entreprises, on peut apporter une contribution significative à l'amélioration de l'implantation des programmes de francisation au sein des entreprises québécoises et bien sûr dans la société. Donc, nous saluons les orientations concernant les questions de francisation. Bien sûr, on veut s'assurer d'un équilibre entre les enjeux d'accueil des clientèles économiques et des clientèles dites humanitaires. Et je pense qu'on est capable, à travers les propositions qui sont mises au jeu, de le faire. Et pour nous, à la Commission, on est en faveur des recommandations concernant les clientèles. On souhaiterait que les délais pour obtenir le certificat de sélection du Québec pour les travailleurs ou pour les étudiants soient accélérés, permettant une meilleure intégration plus rapide au marché du travail pour les gens qui souhaitent s'installer au Québec. De façon générale, toutes les propositions sur l'emploi, l'intégration au marché du travail font l'objet de consensus à la Commission. On les a adoptées à la Commission et on en a fait part dans notre mémoire. Je dirais que de façon générale, et bien sûr, on aura l'occasion d'échanger, la vision de l'immigration au Québec, évidemment dans la perspective que la Commission doit le traiter, enjeu marché du travail, concertation, développement des compétences. On doit s'assurer que les personnes immigrantes qui arrivent au Québec puissent reconnaître leurs compétences, reconnaître leur diplomation, reconnaître les acquis qu'ils ont obtenus à l'extérieur du Québec, être capable de les intégrer rapidement au marché du travail québécois, être capable d'avoir des seuils. Nous sommes d'accord avec le scénario numéro 1 à 60 000. Ça fait l'objet d'un consensus, mais nous souhaitons que soient exclus les étudiants et bien sûr les travailleurs du programme pour donner davantage, disons, de flexibilité au marché du travail. Le Québec connaît une triple crise de transition verte, transition technologique et transition démographique. Et les enjeux qui sont soulevés dans la planification pluriannuelle sont pour la Commission essentiels pour être capable de faire face aux défis des 20 prochaines années auxquels le Québec va vivre en termes d'enjeux démographiques, au niveau des 5 prochaines années au niveau des enjeux technologiques et au niveau des 10 prochaines années au niveau des enjeux climatiques et de transition verte. Bien, évidemment, l'immigration est un facteur clé pour le développement économique du Québec, la vitalité des communautés au Québec, un développement de l'économie québécoise et réduction des problèmes, des enjeux liés aux pénuries et rareté de main-d'œuvre. On vit donc des enjeux de taille et les 12 recommandations qui ont été soumises par Mme Fréchette, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, sont importantes, elles sont de qualité. Et pour les partenaires de la Commission, elles ont permis de dégager un consensus, je dirais, historique à la Commission sur ces propositions-là et fait en sorte que nous soyons partie prenante compte tenu de notre représentation, compte tenu du mandat de la Commission qui est de conseiller le gouvernement du Québec et les organismes publics sur les enjeux du marché du travail, sur les enjeux de la concertation, sur les enjeux du développement des compétences de la main-d'œuvre québécoise. Tous les éléments sont contenus. Peut-être un seul bémol, c'est la question de favoriser une immigration jeune. Pour la Commission, ce n'est pas un enjeu majeur, puisqu'on pense que toutes les clientèles, quel que soit leur âge, peuvent contribuer au développement économique du Québec. Donc, pour nous, c'est peut-être le seul bémol qu'on a eu de façon importante. Alors voilà, donc pour la Commission des partenaires du marché du travail, d'être entendu ce matin à la Commission des relations avec les citoyens, vous permet de véhiculer le message par les partenaires, par les gens du monde du travail, du monde de l'employeur, des ordres d'enseignement et du monde communautaire. Alors voilà, Madame la Présidente, je terminerai ma présentation probablement dans plus court que prévu, mais ça nous permettra d'avoir des échanges plus riches avec les membres de la députation. Bien, merci beaucoup, M. Lortie, pour cette présentation qui est disponible sur Greffier si vous voulez l'obtenir. Alors, on va entamer la période d'échange avec les partenaires. Nous allons donc débuter avec les députés de la banquette gouvernementale, mais d'abord avec la ministre pour une période de 12 minutes 45 secondes. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Alors, merci, Monsieur le Président. Merci à vous tous. On est ravis de pouvoir échanger avec vous aujourd'hui. Le CPMT est un partenaire important du MIFI et vous avez bien sûr une contribution essentielle à la nature à toutes les discussions sur les politiques d'immigration. Donc, merci pour votre mémoire et votre présentation ce matin sur l'ensemble des idées que vous nous avez exposées. Je commencerai en soulignant qu'au cours des dernières semaines, on a eu l'occasion de parler à plusieurs occasions
des enjeux qui peuvent être liés à l'octroi de permis de travail dits fermés, en soulignant que dans certaines situations, il y avait une vulnérabilité qui surgissait en lien avec ces permis de travail. Alors, je souhaite en fait vous remercier d'avoir accepté de prendre le mandat que nous vous avons proposé en lien avec la documentation des impacts de ce permis de travail fermé sur les travailleurs, de même que l'identification de voies de solution alternatives. Donc, j'aimerais profiter de cette rencontre de ce matin pour avoir votre écho sur la nature de ce mandat. Comment est-ce que vous percevez la réalisation de ce mandat? Et est-ce que vous avez déjà commencé, par exemple, à penser aussi à la méthode que vous allez adopter pour, je sais que c'est tout frais, là, mais pour la réalisation du mandat. Donc, je vous laisse la parole. Merci, Mme la ministre. Alors, on est en action depuis lundi, dès l'instant, mardi, dès l'instant que nous avons reçu la correspondance de votre ministère. Les équipes de la commission sont déjà déployées à bâtir d'abord un calendrier. D'abord, on va bien cerner le mandat, puisque c'est un mandat de la Commission. Vous savez que la Commission, son mandat est sur les enjeux marché du travail, développement des compétences de la main-d'œuvre et recommander au gouvernement des propositions. Donc, on accueille très bien votre demande, que la Commission y réfléchisse, parce que vous avez le forum idéal pour faire cette discussion-là. Et bien sûr, comme je le mentionnais en entrée de jeu, c'est par consensus que les décisions se prennent à la Commission, ce qui ajoute une valeur ajoutée extraordinaire, parce qu'évidemment, on peut porter un message beaucoup plus fort au Québec que simplement lever la main droite et voter pour ou contre une proposition. Alors donc, dès le mois d'octobre, on a créé un espace important au sein de la Commission qui s'appelle le groupe de travail en immigration, parce que les enjeux sont importants pour les partenaires, notamment sur le marché du travail. Et on a donc créé ce printemps, la Commission a créé un forum uniquement consacré aux enjeux d'immigration. Il est convoqué pour le 25 octobre. Nous déposons une proposition, ce que j'appelle moi déjà une feuille de route pour le mandat du MIFI. Et l'Assemblée délibérante de la Commission est convoquée pour le 2 novembre. Et nous allons déposer cette feuille de route-là et la faire adopter pour, évidemment, développer le mandat. Vous avez souhaité que ce mandat-là se termine au plus tard le 31 mars 2024. Ça sera le calendrier maximal pour nos travaux et nous déploierons nos ressources cet automne. Une compréhension du mandat, faire le portrait de chacun des partenaires autour de la table, des enjeux qu'ils identifient, des conséquences, les difficultés par secteur, par région. Donc, on va dresser un inventaire important de cette question-là pour être capable par la suite, avec des experts extérieurs, mettre au jeu des propositions qui feront l'objet de discussions au sein des instances de la Commission pour évidemment faire un débat politique au sein de l'Assemblée délibérante, qui est l'équivalent d'un CA de la Commission et qui fera en sorte de recommander au gouvernement du Québec des propositions. Alors, pour la Commission, c'est un mandat important parce qu'on en parle depuis de nombreuses années de cet enjeu-là, contrat fermé, contrat ouvert, mais aussi plus largement des questions, évidemment, des seuils d'immigration, des questions aussi de juridiction provinciale, fédérale, et parce que le marché du travail est tellement tendu actuellement au Québec que la question de l'immigration est devenue un incontournable. Donc oui, effectivement, on est au travail, la Commission est au travail depuis quelques jours, et on va vous faire une proposition à ce moment-là à partir du 2 novembre, après notre Assemblée délibérante. Bien, merci. Bien, je suis ravie d'entendre que vous êtes déjà à l'œuvre après si peu de jours suite à l'annonce. Puis je pense qu'effectivement, d'une part, je salue également la création du comité, du forum que vous avez mis sur pied en matière d'immigration. Je pense que ça vient à point et que ce sera l'instance idéale pour concentrer là, les discussions autour de ce mandat. Puis je suis ravie que vous acceptiez, que vous soyez déjà en action parce que considérant que vous adoptez les mesures sur la base d'un consensus, je pense que ça va donner beaucoup de force à vos propositions dans le cadre de ce débat qui est très délicat, mais essentiel. Donc, un grand merci pour ça. Hâte de voir la suite. Je vous amènerai maintenant sur la connaissance du français dans le cadre de votre mémoire. À propos de l'orientation 1, là, vous exprimez être en accord avec une augmentation de la proportion des adultes qui connaissent le français, mais pas au détriment des talents, tel que vous le soulignez. Donc, en page 9, là, vous mentionnez qu'il est essentiel d'avoir un équilibre entre les besoins du marché puis de rester compétitif, parce qu'on le sait que c'est à l'international, l'attraction de talents est très importante. Comme vous savez, là, dans le cadre de notre réforme des programmes d'immigration économique, on a mis de l'avant le PSTQ,
Programme dans lequel on module la connaissance du français suivant le type de profession dont il est question. Donc, pour des professions avec des compétences intermédiaires et manuelles, on a mis le seuil de connaissance du français à l'oral au niveau 5, alors que dans d'autres catégories, il est au niveau 7, et on n'a pas inclus non plus d'exigences en matière de connaissance du français à l'écrit. Alors, je me demandais si, pour vous, cette modulation des niveaux de connaissance du français est une approche que vous valorisez, une approche adéquate pour tenir compte des enjeux que vous avez soulevés là, en matière d'attraction. En fait, un des enjeux, le signal fort qu'on voulait envoyer à travers les travaux de la commission parlementaire, c'est de faire attention parce que, je donne un exemple très, très, très concret. L'enjeu de l'intelligence artificielle. On va développer au Québec une expertise, on va devoir faire appel à des talents internationaux à travers nos centres de recherche. Ça devient un enjeu à l'ordre du jour, disons, de l'ensemble des acteurs socio-économiques, la question de l'intelligence artificielle. On va devoir faire venir des talents de l'extérieur du Québec qui, malheureusement, ne maîtrisent pas le français. Ce qu'on vous envoie comme signal, c'est soyons prudents. Ménageons un espace pour faire en sorte qu'on puisse les accueillir et s'assurer qu'ils puissent évidemment vivre au Québec et leur donner la chance d'avoir accès à la francisation. Donc, s'assurer que soit à travers les centres de recherche, les universités, tout ça, on puisse s'assurer qu'on ne les échappera pas et que s'ils souhaitent rester au Québec, bien, on les a bien encadrés. Pour nous, un des enjeux importants, c'est la question de bien s'assurer qu'il y a un arrimage entre les propositions de francisation, ça se fasse bien dans les milieux de travail ou dans les milieux de recherche ou ailleurs, et faire en sorte qu'à travers ça, ces gens-là puissent apprendre un français de qualité à écrire à l'oral et, s'ils le souhaitent, demeurer au Québec. Donc, c'est un signal qu'on dit il ne faut pas négliger les talents parce que de secteur d'activité économique, on voit avec la filière de la batterie verte aussi, on va peut-être faire appel à des talents de l'extérieur. Ayons en tête de bien préciser et soyons vigilants pour ne pas échapper. Si, par exemple, ce que vous mentionnez un peu plus tôt ne fait pas le travail, bien, on ait en tête est-ce qu'il y a un effort supplémentaire à donner. Donc, c'était la recommandation qu'on souhaitait de vous mettre en alerte sur cette question-là. D'accord. Bien, merci, je vous entends. Justement, parlant de francisation, vous recommandez là, à la page 10 dans votre mémoire que le MIFI consulte la CPMT dans sa mise en œuvre des services d'apprentissage du français au sein des entreprises. Donc ça, c'est une dimension là, fort importante là, pour nous de Francisation Québec, l'apprentissage en milieu de travail. Alors, comment est-ce que vous voyez que la CPMT puisse collaborer avec le MIFI pour cette dimension là, de la francisation en entreprise? J'avais oublié de mentionner un peu plus tôt, quand je vous parlais des partenaires, autour de la table, il y a un certain nombre de ministères qui siègent à la commission, dont le MIFI, le ministère de l'Emploi, bien sûr, le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, le ministère de l'Habitation et des Affaires municipales et, bien sûr, le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie. Et donc, le MIFI siège à la table formellement à la commission, participe à nos travaux dans les groupes de travail, notamment le nouveau. Je vous dirais que la question de la francisation en entreprise, les partenaires ont beaucoup d'expérience. Soit les partenaires patronaux, syndicaux, ça fait au moins 30 ans qu'au Québec, on fait de la formation en francisation en entreprise. On connaît les obstacles, on connaît les succès et chaque partenaire autour de la table connaît des vécus qui peuvent transmettre au MIFI pour comment mieux assouplir cette proposition-là de francisation. Et le souhait des partenaires, c'est de dire, faites part, on va vous faire part de ce qu'on a vécu, ce qu'on vit encore actuellement, parce que la Commission finance des projets de francisation en milieu de travail, moins que plutôt parce que Francisation Québec est arrivé, mais on a un vécu, on a une expérience, on a un savoir-faire, un savoir sur comment en entreprise au Québec. Je parle des petites et moyennes entreprises qui ont des obstacles d'accueil, de cours de français, parce que souvent, il n'y a pas de direction des ressources humaines. La direction des opérations fait à peu près tout. Donc, comment on module les programmes de francisation? À grande entreprise qui bénéficie de ressources en ressources humaines, qui a plein des facilités, des accès à des salles. Moi, je viens de l'hôtellerie. Le premier projet au Québec de francisation s'est fait dans l'hôtellerie au début des années 90. C'est facile dans un hôtel, vous avez des salles de réunion, vous pouvez offrir du café, des biscuits. On avait ça, mais dans une usine, un abattoir, dans une usine de textile, avoir des locaux, ça peut poser un enjeu. Donc, on a tout ce savoir-là, nos partenaires autour de la table. Alors, on disait, travaillons ensemble pour être capable de développer les meilleurs programmes qui assurent le succès et
c'est par l'entreprise, par le travail qu'on intègre les gens et on leur donne un sentiment d'appartenance extraordinaire et de confiance en eux-mêmes parce qu'ils apprennent et découvrent. Vous avez qu'à visiter, et votre collègue, Mme Champagne-Jourdain, l'a vécu en visitant l'usine Peerless dans l'est de Montréal, l'usine de textile. C'est formidable, les cours de français qu'ils ont donnés, l'intégration. Et les gens, on les retient dans les milieux de travail par cette proposition-là de francisation. Ça fait des gens qui sont heureux de travailler dans des milieux de travail québécois. Bien, merci de votre proposition de collaboration. Je comprends que vous avez une longue expertise. Alors, on va faire en sorte d'aller tirer tout le potentiel qu'on peut tirer là, d'une collaboration entre nous pour s'assurer que la francisation en entreprise roule à bonne vitesse et se déploie dans l'ensemble des secteurs économiques. Je vous amènerai maintenant sur le thème de la reconnaissance des compétences à la page 15. Vous dites être en accord là, avec notre proposition de bonifier les actions pour la reconnaissance des compétences. Là, on sait que c'est un élément qui est fort important là, dans le continuum de l'intégration des personnes immigrantes dans le marché de l'emploi. Vous proposez de travailler sur l'établissement d'un cadre de compétences qui sera inscrit comme une action dans le cadre des travaux du rapport quinquennal sur la loi favorisant le développement et la reconnaissance des compétences. J'aimerais ça vous entendre un peu plus sur le concret de la chose, là, à quoi ça correspond. Vous savez, le socle au Québec de tout le développement des compétences et de la formation continue, c'est la loi développement et la reconnaissance des compétences de la main-d'œuvre adoptée il y a 25 ans par le gouvernement du Québec, qui a donné lieu à la création de la Commission des partenaires. Et on l'appelle souvent la loi du 1 %. En fait, c'est le 1 % de la taxe sur la formation. C'est un des leviers de cette loi-là. Cette loi-là, à tous les 5 ans, l'Assemblée nationale exige un rapport quinquennal, à tous les 5 ans, d'évaluation de cette loi-là, de développement et reconnaissance des compétences. Et pas plus tard que hier, la présidente de l'Assemblée nationale a formellement déposé le rapport quinquennal 2018-2023. Et on a soumis au Conseil des ministres au printemps dernier une proposition d'un rapport quinquennal à 2018-2023 et qui contient 36 recommandations, dont 3 mesures phares qui sont colossales. C'est-à-dire qu'au Québec, on développe une politique de formation continue. Donc, les gens qui sont au travail, pas de formation initiale, bien sûr, mais de formation continue pour qu'on s'adapte à tout ce qui s'en vient dans les 3 transitions que je mentionnais un peu plus tôt. Deuxième élément, c'est de développer au Québec un cadre national de reconnaissance des compétences, c'est-à-dire d'avoir un langage commun, reconnaître les compétences de l'extérieur, les gens qui viennent de l'extérieur reconnaître par des différents leviers, reconnaître au Québec les compétences acquises par les travailleurs. Et le troisième élément, c'est de développer un carnet de reconnaissance des compétences. Donc, les travailleuses et travailleurs québécois et leurs entreprises auraient la capacité... Monsieur Lortie. Oui. Le temps est terminé pour la partie gouvernementale. On a eu des bonnes réponses. Je vais tout de même me tourner pour la suite des travaux du côté de l'opposition officielle avec une période de 9 minutes 34. Et c'est le député Denis Hilgan. Le temps est à vous. Merci, Madame la Présidente. Bonjour, avocate. Et, très heureux d'échanger avec une commission que je connais très bien. Une commission qui joue un rôle extrêmement important et je vous souhaite du grand succès. Ma première question, parce que j'étais là en 2019 aussi, dans votre mémoire en 2019, la CPMT demandait la publication d'un tableau de bord gouvernemental en immigration. Ça a été la demande. J'ai lu votre mémoire de cette année. Malheureusement, cette recommandation n'en fait plus partie. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi? Est-ce que c'est un changement de position à l'intérieur de la CPMT? Pourquoi la demande d'un tableau de bord en immigration ne figure plus? Oui, bien écoutez, d'abord, je vous salue, ancien membre de la Commission des partenaires du marché du travail. Alors, c'est un plaisir de vous revoir à nouveau. Oui, le tableau de bord, dans les recommandations, effectivement, le travail s'est fait. C'est-à-dire qu'à l'époque, la Commission a formé un groupe de travail qui n'était pas institutionnel comme maintenant, sur lequel on a demandé de travailler sur le tableau de bord avec le MIFI. On a constaté qu'on avait besoin de données granulaires. Il y a une partie du tableau de bord qui a été qui a été déposée, débattue au sein de la Commission à travers ces instances, notamment l'été 2022. Le constat qu'on a fait, c'est que c'est une opération qui doit être constamment mise à jour. On a un enjeu de base de données. Je vous donne un exemple très, très, très concret. Vous avez un enjeu de transport public dans la région de l'Estrie à Sherbrooke. Vous allez avoir les données du transport public dans la ville de Sherbrooke. Mais le transport public à Coaticook
où on a une usine qui accueille des travailleurs étrangers temporaires, ben, on n'a pas ces données-là. Alors, on a convenu avec le ministère, la commission a convenu de constamment mettre à jour ce tableau de bord-là, de l'améliorer, et on est en opération depuis donc août 2022. Et c'est pour ça que vous ne la retrouvez pas, Monsieur le député, dans les recommandations cette année. Oui, mais est-ce que les publics, votre tableau de bord, est-ce que c'est un tableau de bord interne ou un tableau de bord que vous faites avec les partenaires autour de la table? C'est un tableau de bord qu'on fait avec les partenaires autour de la table, qui sont mis à contribution les 18 autour de la table, et aussi les professionnels qui accompagnent les partenaires. C'est eux qui ont le mandat de creuser ce tableau de bord-là. OK. Vous avez vu que depuis le mois de mai, notre formation politique a déposé un projet de loi sur les travailleurs temporaires étrangers pour les inclure dans la nouvelle planification. Au niveau de la CPMT, est-ce que vous supportez le rapatriement de la gestion du programme des travailleurs temporaires étrangers par le Québec? La Commission a pris plusieurs positions à ce niveau-là, d'avoir une vision. Je voudrais que le mandat, excusez-moi, le mandat de la Commission, évidemment, on a réfléchi beaucoup à cette question-là, qu'on rapatrie au Québec l'ensemble du mandat de PTET, parce qu'effectivement, il y a conflit de juridiction, complications, bureaucratisation des processus. L'idéal serait d'avoir un seul guichet automatique, un seul guichet qui permettrait bien sûr à un seul levier du gouvernement de pouvoir gérer de façon holistique l'ensemble de l'œuvre. Et d'ailleurs, le mandat que la Commission vient d'avoir du gouvernement du Québec nous permet de penser qu'il y a un enjeu à ce niveau-là. Donc, autour de la table, l'ensemble des partenaires supportent le rapatriement de la gestion du PTET par le Québec? À certaines conditions, bien sûr, parce qu'évidemment, il ne faut pas négliger l'angle des conditions de travail et de l'avoir dans notre angle pour le rapatriement. C'est très clair. C'est très clair. Merci beaucoup. Je vais vous ramener sur la francisation au milieu de travail. Je pense que je vais vous nommer l'entreprise. Vous allez comprendre de quoi je parle. Désolé si je suis dans le détail parce qu'il y a tellement de choses avec la CPMT. Vous avez raison. J'ai siégé 4 ans, mais je veux vraiment saisir l'opportunité que vous êtes les experts dans le domaine. L'année dernière, il y avait un petit scandale sur les vêtements Peerless. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, qui avait connu des difficultés afin de financer la poursuite de son programme de francisation au milieu de travail, suite à des changements de critères de programme. Je pense que c'est la mauvaise chose à faire, c'est qu'en cours de route, on change des programmes. Ça n'aide pas la francisation au milieu de travail. Maintenant, est-ce que les programmes de financement de telles initiatives couvrent encore 100% des dépenses, notamment quand on parle des salaires des travailleurs? Autour de la table, on parle beaucoup de la francisation. On veut franciser dans le milieu de travail, mais est-ce que le financement de telles initiatives peut couvrir 100% des dépenses? Et j'insiste sur une chose très importante, le salaire des travailleurs. Et j'aimerais bien savoir le budget de ces programmes. Est-ce qu'il a diminué, est-ce qu'il a augmenté ou est-ce qu'il est le même? Alors, je vous rappelle que depuis la création de Francisation Québec, la Commission a gardé un certain nombre de programmes sur la francisation, mais beaucoup moins importants qu'à l'époque. Donc, quand les demandes arrivent, on les dirige beaucoup plus vers Francisation Québec parce que c'est l'objectif de l'organisation qui a été créée le 1er juin dernier. Donc, on n'a gardé qu'un seul programme où on a, bien sûr, réglé le problème de Peerless, l'exemple que vous avez donné, M. Déragi. On a réglé le problème parce qu'il y avait eu de la friture sur la ligne, disons, une mauvaise coordination de ce côté-là. Alors, on a réglé le problème pour permettre la continuation des programmes. Et là, évidemment, on va s'ajuster avec la nouvelle organisation Francisation Québec pour s'assurer qu'on n'échappe pas quand il y a des projets. Et c'est pour ça qu'on demandait d'être consulté sur l'implantation dans les entreprises, justement sur les niveaux de salaire, sur les niveaux de remboursement des frais d'organisation, sur la façon de donner les cours, la formation qui est donnée, les formateurs, les formatrices. Tout ça, en étant consulté, en participant en parallèle avec Francisation Québec, on va s'éviter des situations que vous avez mentionnées un peu plus tôt. Comme vous le savez, nous sommes en contact aussi avec beaucoup de partenaires, surtout des entreprises, des entrepreneurs. Corrigez-moi si je me trompe. On me dit, parce que c'est très bien qu'on l'entende en commission, on me dit que les directions régionales de services Québec coupent les pourcentages de couverture de salaire. Vous savez très bien que si on veut vraiment aller de l'avant, si c'est vrai, ce que j'ai reçu, ça serait très problématique, continuer à convaincre des entreprises à faire de la francisation au milieu de travail. Est-ce que c'est de l'information que vous pouvez nous partager ou si vous l'avez?
Écoutez, sur les directions que vous mentionnez, les directions, c'est évidemment, à chaque année, on doit adopter les services publics d'emploi. La Commission, en compagnie avec le ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale, doit adopter les critères des politiques services publics d'emploi déployées à travers le Québec, les 17 régions administratives, et ça percole dans chacune des régions. Et les régions, en fonction des critères que les partenaires régionaux ont identifiés, adaptent les programmes de formation qu'ils ont régionalement. Donc, il peut y avoir des variations selon les régions du Québec, mais c'est en fonction des priorités que les partenaires régionaux ont données. Ça donne l'indication qu'il peut y avoir de la friture sur la ligne, comme je disais un peu plus tôt, mais en fait, c'est que les 17 conseils régionaux des partenaires adoptent chaque année leur plan stratégique. Mais on évidemment, adaptent aussi en fonction oui, de on leurs s'entend besoins. qu'il y a 17 régions et ils adoptent, mais si déjà on leur donne un budget moindre, on s'entend que la suite, il n'y aura pas beaucoup de partenaires qui vont appliquer et les coupures suivront, y compris dans les salaires. Ma question est très, très, très simple. Est-ce que vous pouvez juste me confirmer aujourd'hui qu'on couvre toujours 100% des dépenses, notamment les salaires des travailleurs? C'est la question que je... Je ne vous répondrai pas parce que je ne veux pas faire de bêtises. Comme la Commission n'administre pas au quotidien les programmes, on va vous répondre formellement là, pour que vous ayez une bonne réponse. Parce qu'évidemment, les équipes du secteur de l'emploi du ministère ont ces données-là. Je vais faire des vérifications pour être certain, pour ne pas vous induire en erreur. Non, c'est excellent. Merci beaucoup. Maintenant, ce qui me ramène aux autres milieux de travail. Est-ce que, selon vous, il y a d'autres milieux de travail qui se sont prévalus de ces mêmes programmes pour faire de la francisation depuis? Ça aussi, je vais vous donner les informations pertinentes à cet égard-là. On pourra vous donner la liste des entreprises selon ce qu'on peut donner rendre public, bien sûr, mais on va vous donner cette information-là des autres secteurs d'activité économique, agroalimentaire, le tourisme, etc. C'est excellent, mais du moment que je vous ai en face, si on peut, la Commission fasse le suivi par rapport à ces dépôts de documents, je formulerai carrément une demande, le portrait de la francisation en entreprise, dans le milieu de travail, dans toutes les régions du Québec, les 2 dernières années, s'il vous plaît. Je formule la demande à Madame la Présidente, si c'est possible. C'est bon, c'est noté par rapport à la demande, francisation dans les régions, en entreprise, les budgets des 2 dernières années, si c'est possible aussi, et surtout si on continue de couvrir les salaires et les 100% de dépenses en francisation en milieu de travail. Par rapport à ce que vous avez vu sur le nombre de travailleurs temporaires étrangers, vous avez vu le nombre qui explose. Vous avez vu qu'il y a 2-3 ans, le ministère de l'Emploi a baissé les critères pour accueillir plus de travailleurs temporaires étrangers. C'est quoi la lecture de la CPMT de l'évolution du nombre des travailleurs temporaires étrangers au Québec? Évidemment, je le disais un peu plus tôt, on est dans un contexte de 3 crises de transition verte, technologique et démographique. La question démographique au Québec est majeure. Les départs à la retraite sont massifs. On a accompli plus de 1,6 million de postes d'ici quelques années. Ce que ça illustre, ce volume important de travailleurs étrangers temporaires, M. le député, c'est que l'économie québécoise a besoin de main-d'œuvre. Monsieur Lortie, le temps imparti à l'opposition est terminé. On va tout de même poursuivre avec le député de la deuxième opposition pour 3 minutes 11. Par contre, juste avant de passer le micro au député, lorsque vous aurez de l'information, vous écrivez sur les documents qui ont été demandés, vous écrivez à la commission pour le dépôt. Merci. Alors, on termine avec le député de Saint-Henri-Sainte-Anne et le temps, 3 minutes 11. Merci beaucoup. Merci pour votre excellent travail, votre présentation. J'avais une petite question. Vous faites des recommandations sur le délai de traitement, notamment, vous dites 9 mois dans le PEC et 3 mois dans le programme de sélection de travailleurs qualifiés. Je voulais savoir comment vous êtes arrivé à ces chiffres-là, à ces données-là ou à ces mois-là, en fait. Comment vous êtes arrivé à ce calcul? En fait, c'est l'objectif, c'est le débat des partenaires entre eux. C'est les délais trop longs qui faisaient en sorte que quand on garantissait un emploi à quelqu'un qui rentrait et le fait qu'on n'était pas capable de l'accueillir dans les délais prescrits, bien, on perdait des travailleuses et des travailleurs compétents qui pouvaient. Alors donc, c'est le compromis politique qui a été déterminé par les partenaires, le 9 mois et le 3 mois, pour essayer de faire en sorte qu'on assure une plus grande fluidité d'intégration dans les milieux de travail. Parfait. Vous recommandez aussi, puis j'aimerais ça vous entendre, d'étudier ou de considérer le PEC travailleur hors seuil comme le PEC étudiant. Pouvez-vous nous dire qu'est-ce qui justifie cette recommandation? C'est qu'on a soumis à la Commission le scénario 1, 60 000 personnes
balance humanitaire, économique. Oui. En fait, c'est pour l'exclure parce qu'on pense qu'on a besoin de main-d'œuvre au Québec. L'enjeu, comme votre député collègue le soulignait, il y a un enjeu au Québec, il manque de monde. L'économie est en croissance depuis plusieurs années. Les pénuries, on a vu les publications, là, les postes vacants. Même si tous les chômeurs et chômeuses au Québec travaillaient, il n'y a pas assez de monde. Je comprends. Et il fait en sorte que les partenaires se disaient il faut qu'on soit capable d'exclure ce nombre-là pour garder cette fluidité-là dans le marché du travail et éviter les fermetures d'entreprises parce qu'ils ne seraient pas capables de répondre à leurs besoins de main-d'œuvre actuels qui sont déjà très criants. Donc, la logique, c'est que comme le PEC est diplômé, ces gens-là sont déjà des contributeurs, sont déjà, probablement en emploi, francisés, et que donc l'intégration est réussie. Donc, considérant ces éléments-là, on devrait les traiter hors seuil. C'est à peu près ça? Excellent. Vous avez des recommandations en régionalisation aussi, j'ai compris. Vous souhaitez que les CSQ soient émis sans délai ou de manière accélérée en région. C'est bien ça? En fait, c'est le signal qu'on va envoyer, c'est que oui, il faut faire un effort considérable pour régionaliser l'immigration au Québec. L'enjeu, évidemment, c'est la capacité des régions d'accueillir, on le voit, créer du logement, mais également, c'est tous les services. Et je peux donner plein d'exemples, on n'aura malheureusement pas le temps de le faire, mais je peux vous donner des exemples comme à Chibougamau, les enjeux d'intégration parce qu'il manque de services publics, il manque de main-d'œuvre. Écoutez, il faut qu'on soit capable au Québec de donner un signal fort que quand on accueille des gens, on les dirige vers les régions du Québec, on soit capable de les accueillir des régions parce que c'est la vitalité des communautés régionales au Québec qui est en jeu. Alors, c'est pour ça qu'on souhaite qu'on travaille mieux sur cette question-là et de beaucoup plus en transversal entre les différents ministères et organismes publics et des communautés, bien sûr. Donc, je comprends que selon vous, il y a des mesures structurantes qui doivent être mises de l'avant. Je veux dire, il y a des mesures, on a besoin d'aller de l'avant sur la régionalisation. Les propositions telles que formulées, répondent pas tout à fait à ça pour l'instant. Il faut aller plus loin parce que l'enjeu, c'est d'être capable d'accueillir dans les régions et ne pas laisser en place ces gens-là. On leur a fait les promesses de les accueillir au Québec. Alors, il faut livrer le contrat social, c'est de bien les assurer qu'ils auront des services publics, éducation, épicerie, hôpitaux, etc. C'est notre devoir. On a une responsabilité et c'est le signal fort que les partenaires vous envoient. Un immense merci pour votre travail. Merci beaucoup. Merci beaucoup, mesdames et messieurs de la Commission des partenaires du marché du travail. C'est un plaisir de vous recevoir aujourd'hui. Alors, je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci pour l'apport à nos travaux. Pour la Commission, je suspends quelques instants le temps de recevoir le prochain groupe.